Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce deuxième webinaire d'Espace MOM de l'année, d'une durée approximative de 55 minutes sur la thématique de la permaculture, du coup, les ondes et le vivant. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ce replay, ce webinaire en entier ou d'y assister partiellement, le replay de cet événement sera prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. Nous finirons par une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous mettre toutes vos questions dans le petit chat. Nous y répondrons du coup volontiers. Donc, je me présente, Élodie, conseillère cliente d'Espace MOM. Vous avez peut-être eu l'occasion de m'entendre au téléphone ou de m'écrire un mail pour toutes vos questions relatives à nos produits, à vos commandes ou les solutions MOM dont vous disposez déjà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Espace MOM propose des solutions naturelles générateurs d'ondes scalaires pour le quotidien, l'habitat, l'environnement professionnel et la thérapie. Donc, pourquoi organiser des webinaires ? Alors, Espace MOM tient à vous proposer un accompagnement complet. C'est pourquoi nous avons à cœur de travailler avec les professionnels du mieux-être au sens large. En effet, les ondes scalaires s'adaptent à tout type de problématiques et de besoins puisqu'elles vont toujours dans le bon sens et qu'elles agissent sur le vivant. Donc, nous parlons beaucoup chez Espace MOM des impacts sur l'homme, sur l'humain. Et aujourd'hui, on va vous sensibiliser plutôt au végétal, puisque ça va du coup parfois atterrir du coup dans notre alimentation. Donc, il se trouve qu'en tout temps, les ondes influencent la culture essentielle à la vie. Donc aujourd'hui, c'est Johan Gis du compte Instagram Permaculture au jardin, auteur de Permaculture, la Bible pour débuter, et formateur puisqu'il accueille les personnes qui souhaitent se former et approfondir ses connaissances dans son site de formation, qui nous apporte ses lumières sur le lien entre cet équilibre du coup entre la culture, les ondes et le vivant. Joanne, je vous laisse compléter votre présentation si j'ai oublié quelques points. C'est déjà super, hein. Bah, du coup, rebonjour à tout le monde. Et oui, c'est ce qu'on essaie de faire du coup ici. D'ailleurs, je suis dans la tente école qu'on a montée il n'y a pas longtemps pour mener à bien nos formations sur le lieu du bureau d'études en permaculture dans le sud de la France sur lequel on travaille ici. Donc oui, c'est l'idée, essayer de gérer une micro-ferme qui devienne 100% autonome à tous les niveaux en permaculture, accueillir du public, accueillir des personnes en privé pour les stages et les formations, et puis continuer de rédiger des livres pour essayer d'aider un maximum de personnes. Alors, vous accueillez des personnes qui ont déjà du coup de l'expérience effectivement dans le jardinage et qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans la permaculture. Mais quels sont les conseils que vous donnez du coup pour les personnes qui souhaitent dans un premier temps se lancer dans la permaculture ? Ça dépend le premier conseil, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire? Quel est votre désir le plus profond auquel vous pourriez du coup répondre avec votre terrasse, votre balcon, votre potager ou vos 1000 mètres carrés, et en fait définir dès le départ ce que l'on souhaite obtenir pour pas se tromper, pour pas perdre du temps et partir un peu dans tous les sens. Ça évite de se démotiver, ça évite d'avoir de bons résultats assez rapidement et après d'aller un peu plus loin au fur et à mesure pour développer petit à petit ces autonomies, qu'elles soient légumières, fruitières, autour des plantes médicinales ou autres. D'accord, donc je me souviens du coup lors de la formation au dispositif, on avait parlé effectivement de l'influence un petit peu extérieure par rapport à la culture. Vous avez eu diverses expériences à travers le monde, vous avez beaucoup voyagé, vous avez étudié effectivement différentes techniques et vous avez observé effectivement qu'il y avait des influences à prendre en compte dans la culture. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Ben, à travers les fermes, pardon, desquelles je suis passé entre 2014 et 2020, entre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et puis l'Asie, on a pu observer oui, plusieurs choses qui se faisaient en termes de techniques culturelles qui faisaient intervenir les ondes en tout genre, que ce soit au niveau du magnétisme terrestre, au niveau des courants électriques ou électromagnétiques d'ailleurs, au niveau des courants telluriques, au niveau des ondes cosmiques, en fonction
des cultures et des civilisations par lesquelles je suis passé. Dans certaines fermes, on allait tenter tantôt d'accélérer la croissance des végétaux, tantôt d'améliorer les rendements, tantôt de fortifier du coup les plantes ou d'améliorer du coup la qualité des récoltes ou la quantité. C'est vrai que c'était vraiment très intéressant pour moi. On a pu toucher à tout un tas de choses, que ce soit avec des techniques autour des volcans, autour des alliages de métaux, autour des pierres. Et en fait, ici, comme on a un terrain de 2000 mètres carrés qui est devenu un bureau d'études permacole, on va lancer des tests dans les mois à venir, justement, sur tout ce qui est test de ce qu'on appelle électroculture dans le domaine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà depuis à l'étranger depuis des centaines d'années, un petit peu en France aussi, mais on a assez peu de retours sur ça parce que malheureusement, les gens ne partagent pas forcément les infos, alors que quand on va sur place, on voit qu'il y a des résultats qui sont vraiment intéressants. Donc, du coup, on va essayer de le faire ici pour le rendre un peu plus visible au grand public. D'accord, je sais que vous avez beaucoup de projets du coup. Est-ce que vous avez d'autres projets également? On parlait d'habitat sain. Il y a d'autres, voilà, dans la permaculture, il y a un petit peu un prolongement dans le bien-être de manière générale. Et vous avez des projets également dans le cadre de la construction d'un habitat autonome, c'est ça? Alors, autonome, pas dans un premier temps, mais dans un second temps, et dans un premier temps déjà qu'il soit à minima autonome sur certains points et semi-passif surtout, avec des matériaux dits propres, avec très peu, voire pas d'impact carbone qui soit neutre de manière au niveau environnemental, parce que c'est vraiment ce vers quoi on tente d'aller en permaculture. Il y a en fait une fleur qui ressemble en fait à une marguerite et qui a 7 pétales, et chaque pétale correspond à la vie des êtres humains de manière globale. Tous les êtres humains, vous et moi, les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent maintenant, des gens qui vont être au bout de la Terre, on est tous plus ou moins régis par les mêmes choses finalement en tant qu'être humain terrestre et mammifère au départ. Et c'est ces 7 pétales qui vont toucher aussi bien à la santé, au bien-être, à l'éducation, au logement, à la famille, etc. Et en fait, il n'y a pas que la permaculture, le côté production, mais il y a tout le reste. Et en effet, l'habitat en fait partie. Et c'est pour ça qu'un habitat sain, que ce soit dans ses matériaux ou dans son intérieur, c'est important pour toute la famille, quoi. Donc, ça en fait partie. On nous pose comme question, qu'est-ce que l'électroculture, du coup? Plus d'informations sur ce terme. Oui, alors il y aurait beaucoup de définitions à donner, comme pour la permaculture finalement, mais pour le dire très simplement, l'électroculture, c'est le fait d'utiliser certains matériaux pour capter des champs, comme on l'a dit, magnétiques, électriques, telluriques ou autres, qui soient terrestres au niveau des corps terrestres ou qui soient issus des autres astres qui sont du coup émis par les astres et qui rebondissent sur l'écorce terrestre, pour en fait les garder à un endroit précis afin de pouvoir travailler sur les cellules vivantes de cet endroit-là. Cet endroit-là, en l'occurrence, ça va être une zone de production de végétaux. Et si on arrive à conserver et à créer de bons systèmes avec des techniques d'électroculture autour des végétaux, ça va permettre en fait aux plantes, aux arbres, aux légumes, etc., d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une croissance qui peut être démultipliée ou un système immunitaire renforcé, etc., etc. Donc c'est un petit peu ça l'électroculture, de manière très globale. D'accord, puisque les astres produisent effectivement aussi des ondes scalaires, et du coup, il y a une variation et qui entraîne effectivement un lien qui est à prendre en compte du coup dans la culture. Bah, C'est variable, la si on veut variation. aller au bout des choses, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire ici, très en profondeur. Il faut aussi travailler avec ce qu'on ne voit pas. Et en fait, ce qu'on ne voit pas, ça a un réel impact. En tout cas, moi, personnellement, j'en suis absolument convaincu puisque j'ai eu la chance de travailler et avec des fermiers et avec des scientifiques dans plusieurs pays. Et donc, on voit très bien, en fait, ce qu'il en est. Et du coup, pourquoi se priver de ça alors qu'on baigne à l'intérieur? Si ça peut apporter encore quelque chose de plus, pourquoi pas? Alors, Joël nous demande si en électroculture, vous faites des stages pour les particuliers qui seraient intéressés. Est-ce qu'il y a des spécialisations peut-être dans vos stages par rapport, ou c'est quelque chose qui est mentionné naturellement lors de vos stages? C'est quelque chose qui est mentionné par rapport à ce que l'on dit un tout petit peu durant les journées théoriques et un peu plus durant les journées pratiques sur le terrain, parce que les stages qu'on propose pour l'instant sont d'une durée de 2 jours. On va décupler ça sur d'autres stages avec des thèmes beaucoup plus globaux que l'électroculture, parce que à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez peu connu, même si nous, du coup, dans notre milieu autour de la permaculture, quand j'en parle, les gens sont tous très, très intéressés. Et du coup, on a encore rencontré récemment un spécialiste de l'électroculture qui nous venait des Pyrénées en stage il y a 2 semaines. Et à terme, on va développer vraiment un gros espace de test autour de ça,
ici. On va faire venir également des personnes de renommée scientifique pour appuyer les tests avec de la donnée statistique. Et à partir de là, quand on aura du coup quelque chose de tangible à proposer, on pourra en effet commencer à imaginer des petits stages, etc. Mais pour l'instant, non, il n'y a rien de focusé sur l'électroculture. Pas pour l'instant, en tout cas. D'accord. Et du coup, quand on prend en compte ces différents éléments, quels sont les résultats concrets sur la culture et sur l'aliment concrètement pour que l'on consomme ensuite par la suite? C'est intéressant que l'on parle aussi d'aliments, parce qu'en fait, à l'instant T, la différence, c'est que, admettons que vous utilisiez, par rapport à votre contexte très particulier, dans votre jardin potager, la meilleure technique du permaculture la plus adaptée à chez vous, et que d'un côté, vous fassiez vos haricots verts avec cette super technique, et que de l'autre côté, un peu plus loin, vous fassiez la même chose et que vous y ajoutiez des techniques d'électroculture. Entre les deux, on va avoir des rendements qui vont être absolument démultipliés sur, déjà à la base, faire des haricots verts en permaculture, on a déjà des rendements démultipliés en moyenne de 3 à 6 par rapport à ce qu'on va faire en conventionnel. Et si vous rajoutez l'électroculture, vous démultipliez encore ça. Pour vous donner un test vraiment qui parle, simplement, nous, on a fait le test sur une variété d'haricots verts et on l'a fait pendant 3 ans d'affilée, en donnant vraiment le meilleur en termes de culture à à ces deux zones d'haricots verts. Et à la fin, on obtient toujours plus ou moins 40% de production en plus sur la zone testée en électroculture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la sortie, le légume en général se conserve beaucoup mieux. Ça, c'est intéressant, on s'en est rendu compte, et c'est vraiment intéressant pour la conservation aussi. D'accord. Et alors que les zones sont l'une à côté, enfin très proches, quoi, du coup, c'est ça? Bah, Les zones étudiées peuvent être pas forcément pas forcément. pas forcément trop proche pour ne pas confondre les résultats, mais suffisamment proche pour identifier le même contexte et exactement les mêmes types de sols, de climat, d'impacts généraux sur ces deux zones qui sont proches mais pas trop, pour pouvoir différencier les résultats en fait. D'accord. Et sur le long terme, est-ce qu'il existe des avantages du coup sur le long terme? Maintenant, vous avez une expérience sur votre site. Quel est l'impact pour le végétal de manière générale sur le long terme? Alors sur le long terme, c'est intéressant, justement, ça fait partie des choses qu'on veut essayer parce que lorsque j'étais dans les forêts guatémaltèques ou mexicaines, l'électroculture permettait en fait sur le long terme de transformer des végétaux qui devaient vivre selon leur cycle naturel 1 an ou 2, qui vivaient en fait beaucoup plus d'années et donc qui produisaient beaucoup plus, ou encore qui permettaient à des arbres fruitiers notamment, et là c'est très intéressant, d'avoir un système immunitaire très très haut afin de combattre toutes les maladies qui deviennent de plus en plus fortes aujourd'hui de par les traitements qu'on leur administrait. Et du coup, d'avoir des arbres fruitiers en fait, qui produisaient longtemps, en meilleure santé, et donc qui faisaient baisser les coûts des traitements même naturels, en fait, par exemple des arboriculteurs ou des personnes qui produisent des fruits en technique agroforestière, c'est-à-dire naturelle. Ça fait partie des choses sur lesquelles on voudrait arriver ici aussi sur le bureau d'études parce que pour nous, ça, c'est vraiment du long terme aussi et ça me semble très intéressant. Très bien. Donc, on nous demande, avez-vous testé le cube MOM dans le potager? Alors, le revêtement ne permet pas encore une utilisation en extérieur. Je ne sais pas si vous avez du coup fait un petit peu le test. Pour l'instant, ça reste encore une utilisation intérieure. Après, il a une portée quand même de 100 mètres, donc on peut le tester sur l'extérieur de cette manière-là. Je ne sais pas si vous avez fait des tests du coup sur ce dispositif. Alors moi, je me suis pas permis de le sortir de l'habitat, encore une fois, pour pas risquer C'est de, ça. de l'abîmer. Mais par contre, vu que l'habitat est au cœur de la principale zone potagère, parce que c'est comme ça qu'un design en permaculture s'effectue dans le meilleur des cas, si on peut le faire, en fait, vu que ça a 100 mètres plus ou moins de portée et que le cube est au centre, concrètement, on peut supposer que quasiment les 90% de tout le potager est impacté à ce moment-là. D'accord, quand même. Et il est vrai qu'on n'est qu'au mois d'avril, mais que pour l'instant, je suis vraiment très enthousiaste parce que je pense que cette année va être la plus belle année qu'on ait jamais faite, toute production confondue. Je suis vraiment très, très enthousiaste tous les jours à ce niveau-là. D'accord. En termes de quantité, de production, de qualité, De de qualité. rentabilité, hein.
en termes de qualité, parce que nous, ici, à la base, on ne cherche pas forcément de grandes quantités, on ne cherche pas non plus forcément la rentabilité, vu qu'en fait, le but de la microferme, c'est de nourrir plusieurs familles pour qu'elles soient le plus autonomes possible en alimentation à tous les niveaux, et également de pouvoir troquer et faire apprendre aux personnes de comment le faire. Mais au-delà de ça, au niveau de la beauté, on est en avril et tout est très beau. Là où les insectes ravageurs et les maladies sont en général assez déjà présentes chez nous en région PACA, parce que concrètement, il fait chaud depuis fin février. Hein, ça fait déjà un mois et demi qu'on est en alerte sécheresse. Ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est super encourageant. Les cultures d'hiver continuent de bien donner. Les cultures plantées en automne qui doivent être récoltées en juin sont très, très belles. Et du coup, là, on sort d'une grosse session de 2 jours de plantation autour des tomates, des poivrons, des aubergines, etc. Tout est absolument magnifique. Et donc, on va suivre ça de très près. Mais moi, je suis très, très, très excité à l'idée de cette nouvelle saison parce que j'espère que ça va être quelque chose comme on n'en a jamais vu. D'accord. Je reviens sur le correcteur d'environnement MOM, du coup, donc nous on l'utilise, voilà, on le conseille surtout pour tout ce qui est partie géobiologie notamment. Oui. Voilà, je sais que pour le sommeil, effectivement, il y a des croisements de courants, Hartmann, Curie, voilà, qui peuvent être perturbés. Mais est-ce que ces courants, ces ondes terrestres peuvent perturber aussi la culture? Est-ce que vous avez observé qu'elles peuvent perturber la culture et donc que la proximité avec un correcteur d'environnement MOM peut du coup combler cette problématique que l'on peut observer du coup avec ces courants naturels. Euh, Je peux supposer que oui, parce que déjà oui, en effet, certains courants peuvent perturber les êtres vivants qui s'y trouvent, typiquement les abeilles. Nous, ici, on a fait venir un sourcier et un géobiologue, qui sont deux personnes différentes, qui ont deux méthodes différentes, pour analyser notre terrain. On ne les a pas fait venir au même moment. Ils nous ont trouvé les mêmes nœuds négatifs et nœuds positifs sur le lieu. Et il se trouve que les abeilles se sentent beaucoup mieux, les essaims réagissent beaucoup mieux en fait sur la zone positive. Et au niveau de la zone négative, du coup, on va chercher à la corriger grâce à l'électroculture en soi, même si c'est vraiment infime sur le lieu, et heureusement. Mais par contre, je sais que d'autres personnes autour de nous ont des très forts nœuds négatifs sur leur lieu, et elles ont ce qu'on appelle des cheminées telluriques qui apportent tout un tas de choses assez négatives, notamment sur tout ce qui va être cochons, chevaux, animaux et autres. On peut supposer que les cellules des plantes, ça capte aussi les mêmes choses. Donc, en termes de culture, ça peut aussi baisser les rendements ou en tout cas affaiblir le système immunitaire des végétaux. Et du coup, il y a des personnes qui doivent venir régulièrement sur ces lieux, une fois tous les 6 mois, pour rééquilibrer, entre parenthèses, réénergiser tout ça. J'imagine que du coup, si on avait une solution comme le cube qui pourrait résister aux intempéries à l'extérieur, ça pourrait maintenir le lieu en bonne condition énergétique toute l'année et tout le temps. Et ça pourrait être super du coup pour ne pas avoir à gérer ça quotidiennement, quoi, parce que le cube le ferait à la place. C'est ça. On a une question, donc on revient sur la permaculture. Comment gérez-vous l'arrosage parallèlement au paillage? On a une question par rapport Euh, à ces deux ben, points. Nous, très simplement, on va mettre entre 2 à 5 cm de paillage maximum au pied des plantes toute l'année, 12 mois sur 12, sauf sur des cultures très sensibles au paillage un petit peu épais, comme les aliacées, notamment l'ail, l'oignon, l'échalote ou encore les carottes, qui n'aiment pas trop les paillages épais. Mais mis à part ça, voilà. Et puis le système d'irrigation, nous, on fonctionne sur goutte à goutte parce que pour nous, c'est le plus précis pour gérer l'eau et économiser l'eau surtout. Donc, du coup, on a un système de goutte à goutte qui fonctionne de maintenant à peu près, de mi-avril normalement jusqu'à fin septembre, début octobre. Tout le reste de l'année, on éteint les vannes, enfin, on bloque tout parce que du coup, on suppose que les petites pluies, même en région PACA, suffisent et puis le paillage garde tout en surface. En moyenne, on suppose qu'on a plus ou moins 15 à 35% d'économie d'eau, d'économie d'arrosage que grâce au paillage. Voilà, donc du coup, on fait notre paillage, on fait notre système de goutte à goutte sur le paillage, et voilà, à raison de X nombre d'arrosages par mois, ça suffit largement. Ok, on a une question du coup pour la diffusion en fait des techniques de permaculture. Est-ce qu'il y a des freins en France pour propager cette technique en fait, hein? Quand on voit tous les bienfaits, on se demande pourquoi c'est pas plus développé. Est-ce qu'il y a des freins qui sont observés du coup pour développer ces techniques? On peut l'imaginer. Moi, personnellement, quand je suis rentré de l'étranger pour proposer du coup
au lycée agricole de mon département de créer la première formation publique de France en partenariat avec la chambre d'agriculture de mon département. On m'a regardé un petit peu de haut en se demandant qu'est-ce qu'il veut celui-là en rentrant de l'étranger avec ces méthodes-là. Nous, c'est pas quelque chose qu'on prône en France. Et du coup, en expliquant et en montrant un petit peu les résultats qu'on obtenait sur notre terrain, ils ont fini par accepter, donc on a commencé comme ça, et puis aujourd'hui, la machine s'est emballée. Je pense qu'il y a quelques années, en effet, il y avait certains freins. Aujourd'hui, tout ça, c'est beaucoup plus ouvert. Heureusement et en même temps malheureusement, parce que c'est aussi un phénomène de mode, et un phénomène tendance, à la fois dans les lycées, dans les potagers, sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Des fois, ça fait un petit peu malheureusement greenwashing, parce qu'on parle de la permaculture un peu de n'importe comment. Mais en tout cas, le mot est cité, donc les gens peuvent déjà comprendre le mot et savoir peut-être un petit peu ce que c'est. Et donc, on commence petit à petit à en arriver à ça. Mais concrètement, c'est sûr que si on avait commencé par des méthodes de permaculture, enfin, si on avait continué plutôt, parce que concrètement, c'est pas nouveau la permaculture, ça fait 20 000 ans que ça existe. Le, les méthodes de pétrochimie actuelles qui nourrissent nos assiettes, enfin les assiettes de la plupart des gens et les supermarchés, etc., représentent environ 98,99% de la population mondiale et c'est un modèle qui a été créé il y a environ 200 ans. Donc avant ces 200 ans, ça faisait 20 000 ans qu'on faisait de la permaculture et ça fait que 200 ans qu'on a arrêté pour suivre en fait des concepts lobbyistes, polluants et destructeurs d'environnement et de vie. Mais concrètement, avant ça, ça allait très bien. Donc en fait, il suffirait juste de recommencer de manière globale et ça irait encore très bien. C'est vrai que c'est des techniques ancestrales, du coup. Enfin, l'homme a toujours choisi effectivement son habitat en fonction de son environnement, mais aussi pour la culture. Du coup, vous avez observé, étudié effectivement des techniques qui reviennent. En fait, c'est un éternel recommencement. En fait, on revient à la source des techniques qui ont été utilisées autrefois pour choisir voilà, l'endroit, l'assainir. C'est des techniques qui ont toujours existé, en fait, hein. C'est ça, c'est même ce qui a nourri nos aïeux et peut-être les 1000 générations avant nous, avant d'en arriver à ce modèle pétrochimique. Alors, si vous deviez résumer la permaculture en 3 mots, Ouais, c'est sympa comme question, c'est marrant. toujours un bel exercice. Après toutes ces années, on me l'avait encore jamais posé, ni à l'étranger, ni en France. En 3 mots, spontanément, je dirais beauté, abondance et amour. Ah, bah voilà, c'est très joli. Parce que C'est beau. finalement, c'est ce que génère les lieux en permaculture, en fait, hein. Je le vois très bien avec les stagiaires, les élèves, les copains. On est heureux, on se régale d'être ensemble, on se régale des produits de la terre, on prend soin de notre santé, on prend soin de nos enfants. Et voilà, c'est juste beau, quoi. Alors aujourd'hui, vous êtes un ambassadeur Espace Mom. Pourquoi avoir choisi du coup Espace Mom? Quelles sont les valeurs qui vous ont résonné, qui ont fait Euh, écho? En fait, quand je suis rentré donc en France et que j'ai proposé la première formation en permaculture à un lycée, etc., et puis le parcours qui s'en est suivi, je me suis senti très seul dans mes préceptes en permaculture et dans ce que j'avais découvert à l'étranger pendant ces années, et très surpris du coup de passer sur un salon de Toulon, en fait, hein, la grosse ville de mon département, et de découvrir du coup Espace Mom à ce moment-là, qui parlait du coup d'ondes scalaires, ce qui faisait vraiment un parallèle très, très proche de ce que j'avais pu observer en termes de techniques autour des ondes à l'étranger. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir déjà de le découvrir, fait plaisir de rechercher un peu plus ce qu'il en était autour des produits Espace Mom, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours impacté. Les ondes, j'avais toujours voulu essayer de comprendre, essayer d'aller un petit peu plus loin sur ça. Et donc, je suis très vite devenu un fervent client d'Espace Mom. Et puis, les années faisant, j'ai offert aussi certains produits à mes proches parce que, sans comprendre exactement ce qu'il en était, il me semblait essentiel de nous protéger des pollutions électromagnétiques extérieures. Et puis, jusqu'au jour où on a fini par euh, tisser un lien plus étroit ensemble et devenir du coup ambassadeur. Et du coup, c'est super parce que d'une découverte excitante sur un salon à là où on en arrive aujourd'hui, c'est vraiment super chouette comme parcours entre vous et moi. Oui, bah, vous avez déjà témoigné du coup sur l'utilisation de nos dispositifs dans un article. Et voilà, on a tous nos petits dispositifs fétiches. Et vous avez appuyé du coup sur le pendentif. Pourquoi ce Ouais, tout à produit du coup? Euh, si je pouvais le dire du coup aussi en un mot comme pour la permaculture, simplement parce que ça me rassure en fait. Il me rassure.
C'est vrai qu'on utilise, vous êtes proche de la nature au quotidien, mais en même temps, vous avez l'autre côté où vous êtes un petit peu dépendant, comme nous tous, dans nos activités à la technologie. On culpabilise tout à aussi fait. de temps en temps. Et du coup, les dispositifs nous permettent un petit peu de déculpabiliser, hein, en fait, hein, un petit peu. C'est ça, mais moi je l'ai toujours sur moi du coup, hein, je le porte tout le temps. Quand je l'ai eu au tout départ, il y a quelques années, j'essayais de pas le mettre la nuit en essayant de me dire que je voulais pas non plus psychologiquement devenir addict. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je me sens juste très bien avec, donc juste le garder tout le temps. Puis maintenant, je l'ai tout le temps autour du cou, ça fait des années. Et c'est vrai que quand je l'ai pas, bah, ça peut m'arriver de l'oublier après une douche ou autre. Et tu me dis, mais où t'as mis le pendentif? Et du coup, je vais vite le chercher parce que, bah, encore une fois, ça me rassure. Voilà, là, je suis face à un ordi. Malheureusement, pour faire ce que je fais dans mon travail, j'ai besoin d'un téléphone. Je déteste avoir affaire à mon ordinateur et mon téléphone, mais sans ça, bah, je peux pas travailler, donc je peux pas gagner ma vie et diffuser la connaissance autour de la permaculture. Donc, j'en ai besoin. Et le minimum que je puisse faire, c'est au moins porter mon pendentif tout le temps pour m'en protéger et également avec les autres appareils à la maison pour en protéger ma famille. Voilà, comme ça, on peut vous proposer ce webinaire aussi, du coup, sans culpabiliser, C'est effectivement. ça. Alors, si vous deviez inventer un dispositif pour vous aider dans la permaculture, du coup, comment Waouh. est-ce qu'on pourrait aller plus loin avec nos J'ima- solutions J'imagine toujours autour des ondes, peut-être ondes scalaires, autour d'espaces mômes. Bah, Oui, tout à fait. le cube avec un revêtement adapté à l'extérieur, ça me semble être vraiment une solution intéressante parce que si ça permet de corriger euh, sur le long terme une partie des courants du sol qui fera en sorte qu'à côté de ça, en parallèle, du coup, moi, personnellement, je puisse donner tout le meilleur aux plantes pour qu'elles aient un super système immunitaire et qu'il n'y ait rien qui vienne l'entraver, ça veut dire qu'on va pouvoir résister au maximum au manque d'eau et aux attaques des maladies. Et concrètement, c'est ça les deux grosses problématiques aujourd'hui sur toutes les cultures dans le monde. C'est les maladies et les insectes ravageurs et le manque d'eau. Et nous, ici, on met tout un tas de techniques en place en permaculture pour habituer les végétaux à ces deux gros points sur lesquels il faut travailler, hein, parce que là, aujourd'hui, c'est juste un problème. Mais dans 50 ans, ce sera peut-être quelque chose de beaucoup, beaucoup plus difficile et important à gérer. Donc, c'est maintenant, c'était déjà hier, mais c'est maintenant avant tout qu'il faut lutter contre ça. Et du coup, un dispositif d'ondes scalaires qui nous permette d'augmenter ça, d'augmenter la positivité euh, autour de ces deux facteurs pour les plantes, ce serait vraiment génial parce que bah, du coup, on va à l'encontre de très gros challenges à ce niveau-là. Et donc, toutes les armes, on va dire entre guillemets, du bien pour les végétaux, même pour le vivant en général, bah, sont bonnes à prendre, quoi. Est-ce que vous avez déjà, quand vous dites les courants et les maladies, est-ce que vous avez déjà pu travailler du coup sur ces deux points à votre niveau et les techniques que vous avez mises au point? Alors, moi, personnellement, j'ai pas encore eu la chance d'avoir accès à la matière pour ce faire. Par contre, j'ai eu la chance de visiter des lieux où c'était le cas, notamment par rapport aux travaux de Monsieur Sternheimer, qui travaille avec les ondes qui génèrent en fait ce qu'on appelle des protéodies chez les plantes, des chaînes de protéines en fait créées par des acides aminés. Et en fait, aujourd'hui en France, vous avez tout un tas d'agriculteurs en bio qui utilisent du coup des systèmes musicaux ou des systèmes pour générer leurs propres ondes en fait pour soigner les plantes en leur faisant générer ces protéodies, tout en sachant que c'est quelque chose de très précis puisque une protéodie générée pendant 5 minutes bénéfique peut, bah, moi je l'ai vu en tout cas sur la culture du concombre pour lutter contre l'oïdium, donc l'oïdium qui est une maladie, un champignon pathogène qui va s'attaquer au concombre, eh bien quelqu'un qui faisait de grandes cultures de concombre en bio a réussi à baisser drastiquement, quasiment au niveau zéro, les attaques d'oïdium en fait sur ces concombres grâce aux ondes en fait. Donc c'était D'accord. très intéressant à voir. Et, euh, et du coup, à terme, voilà, c'est ce genre de choses qu'on voudrait mettre en place aussi ici. D'accord. Donc, il y a encore beaucoup d'axes de développement du coup Ah, à il y en mettre a au point. des milliers, des milliers, des dizaines de milliers, c'est super intéressant. Ce qui est dommage aussi, entre parenthèses, puisque au-delà du fait qu'on sache qu'il y a concrètement l'utilisation des ondes, ça vient pas dire, hein, les Mésopotamiens et dans l'Égypte ancienne, ils le faisaient déjà. Donc concrètement, et ça, on l'a découvert aux alentours du 15e, 16e siècle. Sauf qu'on aurait pu en faire quelque chose de très beau. Pour l'agriculture, malheureusement, ça n'a pas été le cas, comme d'autres choses. Et qu'à l'Institut agricole, enfin, à l'Institut national d'agriculture de Beauvais, on a fait des découvertes apparemment significatives autour de ça aux alentours de 1713, 1715, qui sont restées non publiques. Et donc, concrètement, voilà, ça fait des centaines d'années qu'on sait qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et donc, il est peut-être temps de les faire.
pour de vrai, pour de bon. C'est ça. Et quand vous dites qu'il y a des courants qui perturbent, voilà, qu'on peut travailler dessus, vous parlez des courants d'eau, des courants électromagnétiques, des courants. C'est quel type de courant qui peut perturber du coup les cultures? Principalement tout ce qui va être électromagnétique en fait. Électromagnétiques, ok. Principalement électromagnétique, oui. Après, ça peut aussi être électrique en fonction des centrales qui se trouvent autour, en fonction de ce qui peut se trouver autour. Mais voilà, concrètement, c'est électrique et électromagnétique, tout bêtement. Après, bon, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être tellurique aussi, qui peut être perturbant, mais c'est plus rare. J'ai des personnes dans l'élevage aussi qui nous demandaient, qui nous sollicitaient aussi pour des correcteurs d'environnement en extérieur par rapport à une antenne qui s'était installée près de leur élevage et du coup qui perturbait la production du lait voilà, en fonction de l'élevage associé. Est-ce que par exemple une antenne qui s'installe à proximité d'un jardin en permaculture peut aussi du coup perturber la culture? Est-ce que ça peut être une source aussi de pollution qui peut être observée sur le végétal, en fait, et sur les techniques de permaculture? Est-ce que vous Alors, avez déjà eu un cas de ce type ou des connaissances alors, nous, on essaie de se protéger au maximum de ce genre de choses, justement. Et autour de nous, tous les fermiers, etc., on a passé un accord pour ne pas laisser passer, par exemple, la fibre ici, D'accord. ni Linky. On fait blocus contre ça. Et jusqu'à maintenant, ça tient. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et C'est ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, du coup, c'est dans ça. notre environnement. Hein. Mm. C'est ça, c'est compliqué d'avoir des ZAD, des zones à défendre de partout et organisées. Mais du coup, chez d'autres personnes, en effet, qui ont malheureusement vu chez eux se faire installer ce genre de système, une antenne ou un Linktree ou autre, ont remarqué tout un tas de changements en fait assez négatifs, que ce soit au niveau des animaux et apparemment aussi au niveau des plantes, mais c'est assez récent, donc il faudrait plus d'années en soi, je pense, pour vraiment mesurer l'impact. Mais concrètement, on peut imaginer que c'est la même chose. Mm. Surtout, on avait parlé d'abeilles précédemment, voilà, vu que ça agit sur le vivant de manière générale. Et les abeilles contribuent du coup à l'équilibre aussi de la culture. Donc, en fait, c'est un impact, un effet domino s'il y a une pollution qui arrive de manière complémentaire, en fait, qui a un impact C'est sur ça. le reste, en fait. Hein. Typiquement, c'est ça. Les abeilles sont des êtres hypersensibles et c'est clair que bah, nous, on le voit bien. Enfin, nous, on le voit bien. Je suis ni sourcier, ni géobiologue, ni même scientifique, hein. Mais pour avoir eu ce genre de personnes sur place qui sont toutes arrivées aux mêmes conclusions sans se connaître et sans être venues au même moment, les abeilles réagissent pas du tout de la même manière si on les met sur une zone dite positive plutôt que sur une zone dite négative. Et derrière, ça, on s'en ressent parce que du coup, l'essaim, les maladies, l'immunité de l'essaim, le taux de pollinisation, du coup, tout ça, c'est impacté. Et pour nous, c'est très important parce que aujourd'hui, littéralement, il y a des gens qui se retrouvent à polliniser leurs courgettes eux-mêmes à la main ou au coton-tige, ce qui est terrible parce que c'est le rôle et la vocation des abeilles. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui arrivent quand les abeilles se sentent mal à l'aise et qu'elles sont placées, par exemple, près d'une ligne, près d'une antenne, près de ce genre de choses, quoi. Donc, oui, alors là, pour le coup, c'est vraiment significatif. D'accord. Nous avons une question concernant le fumier. Qu'est-ce que vous conseillez dans le jardin en permaculture, vaches, brebis, chèvres, et à quel moment les pendre? Pouvons-nous mettre du fumier autour des plants actuellement? Peut-être par rapport à la saison. Tous les fumiers sont bons à utiliser. Il faut juste faire un petit peu attention aux médicaments et aux vaccins. Nous, ici, on évite de prendre du coup des fumiers où les bêtes sont vaccinées plus d'une fois par an. Et quand on prend le fumier, du coup, c'est très loin de la période de vaccination, 6 mois après. Et on évite aussi d'en prendre lorsque les bêtes ont des médicaments régulièrement. On va plutôt choisir des personnes qui traitent leurs animaux en phytothérapie, en aromathérapie, qui vont leur faire des infusions de plantes médicinales type romarin, thym, etc. Et du coup, on travaille avec ces personnes-là pour éviter du coup les molécules chimiques qui sont trouvées dans les fumiers, puis après dans la butte et dans la terre, puis après dans les racines des plantes, puis dans les légumes que vous allez manger, tomates, courgettes et autres, parce qu'aujourd'hui on sait que ça existe, on en a les preuves scientifiques. Et du coup, vous allez manger directement, littéralement, ce qu'on appelle
des résidus qui ont un gros taux de rémanence, donc en fait des polluants qui vont pénétrer votre organisme à travers vos cultures. Donc ça, c'est hyper important. Mais sinon, tous les fumiers peuvent s'utiliser et on peut les utiliser soit à l'automne, soit au printemps. Là, vous pouvez le faire aussi, mais que si vos fumiers sont mûrs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas frais et pleins d'urine, parce que sinon, vous risquez de polluer votre zone, créer des carences, créer des contrastes avec le nitrate, etc. Donc, on n'utilisera qu'un fumier qui a au minimum, dans l'idéal, 6 mois de stockage. Pour laisser justement avant de l'utiliser, c'est ça? C'est ça. En fait, un fumier demi-mûr, c'est un fumier qui a entre 3 et 6 mois. Un fumier qui est mûr, c'est un fumier qui a au-delà de 6 mois. Et du coup, c'est pour éviter de brûler les plantes, pour éviter de créer des problèmes dans le sol, on stocke le fumier pendant 6 mois, que ce soit le confrère qui nous l'apporte, que ce soit nous sur une zone bien définie. Et au bout de 6 mois, du coup, on peut commencer à l'utiliser ou en surface ou dans les buts ou que ça nous chante en fait dans une zone de permaculture. Très bien, merci pour ces précisions. Donc, on a encore d'autres questions. Le protecteur MOM posé sur le compteur électrique à l'intérieur de la maison est-il efficace pour contrer les effets négatifs du compteur Linky installé à l'extérieur à 10 mètres? Donc, cela sous-entend que vous êtes en maison. Donc, pour une maison avec un compteur Linky, même s'il est à l'extérieur effectivement de la maison, il est forcément relié au tableau électrique de votre habitation. Donc, de ce fait, il sera corrigé par ce point. C'est vrai que des fois, vu qu'il est plutôt à l'extérieur et assez éloigné de la maison, on ne comprend pas forcément le lien, mais vu qu'il compte votre consommation électrique, il sera forcément corrigé. Par contre, quand vous êtes dans un appartement, du coup, effectivement, dans un appartement, il y a plusieurs compteurs Linky et ceux du voisinage également. Donc, le correcteur de réseau ne pourra pas corriger celui des voisins. Donc là, on vous conseille plutôt le correcteur d'environnement pour la pollution qui vient des autres compteurs communicants, du coup. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas du coup à nous mettre dans le chat. Alors, nous avons une question. Les dispositifs MOM permettent-ils à des plantes de pousser dans des zones arides? Est-ce que vous avez eu le lien? Est-ce que peut-être ça peut apporter par rapport au manque d'eau? On en parlait justement. Est-ce que ça peut peut-être apporter un coup de pouce pour se nourrir des ressources dont ils disposent à proximité peut-être? C'est possible, on peut l'imaginer. C'est quelque chose qui sera testé à terme. Pour l'instant, en toute transparence, moi personnellement, en tout cas, j'ai pas la réponse parce qu'on n'a pas eu ce problème-là géré de cette façon-là. Mais nous, on espère que ce soit une des réponses, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qui va être essayé et on diffusera de toute façon les résultats en question au fur et à mesure des avancées, un mois après mois et dans les 2-3 ans à venir. Donc, à voir, on croise les doigts. On peut peut-être imaginer aussi des tests par rapport à de l'eau scalarisée, hein, du coup, qui peut peut-être apporter également un plus par rapport à l'eau. Voilà, l'eau est quand même importante aussi pour apporter, pour accompagner la culture. Est-ce que ça peut être par exemple un test intéressant à faire, d'avoir une eau corrigée sur une partie d'une parcelle à tester, voilà, parce qu'on a de bons retours sur les plantes, hein, sur l'environnement, voilà, déjà dans l'habitat, les personnes nous disent que les plantes poussent vraiment beaucoup mieux lorsque l'on a des dispositifs MOM à la maison. Et donc, du coup, je pense que ça doit se retransmettre aussi sur le jardin et de l'eau, des éléments qui sont apportés aussi avec de l'eau scalarisée. Alors oui, en effet, ce serait très intéressant de faire ce test, même si au-delà du test, moi je suis convaincu que ce serait que ça fonctionnerait. Parce que concrètement, l'eau en question, la plupart du temps, elle est stockée trop longtemps dans les tuyaux. Donc, du coup, quand elle arrive dans les cultures, elle est inerte. Une bonne partie de l'eau, des cristaux d'eau, ne peuvent pas être assimilables par les plantes. Donc, en fait, on perd beaucoup de qualité d'eau à ce moment-là. Alors qu'on aurait une eau scalarisée complètement disponible pour les plantes, on pourrait imaginer que grâce aux techniques de permaculture associées avec le paillage, etc., on pourrait arroser bien moins, mais avec une eau beaucoup plus qualitative, entre guillemets, qui serait captable par les racines des plantes, et donc on ferait des économies d'eau. Et en plus, la plante bénéficierait d'une eau beaucoup plus intéressante pour la plante, quoi. Donc oui, tout à fait, ce serait vraiment très intéressant d'avoir ce genre de test.
D'accord, oui, on revient sur les zones arides, effectivement, voilà, on en parle de plus en plus du manque d'eau, donc utiliser moins d'eau, mais d'une meilleure qualité, un peu comme ce que nous consommons du coup, nous, comme eau, hein, peut-être pas autant d'eau, mais une eau qui soit assez nourrissante pour l'organisme, en fait, hein. Et oui, tout à fait. Bah, c'est le même principe. On est tous faits de cellules vivantes et du coup, si nos cellules peuvent capter plus de bienfaits grâce à une eau mieux minéralisée, vivante, bah, c'est d'autant plus intéressant. Alors, je reviens à un autre type de liquide, on nous demande si vous avez testé l'urine pour le jardin. Oui, tout à fait. J'en parle Oui? dans mon Ah, avant-dernier livre. d'accord. Sur la Bible, du coup, le Oui, tout dernier? à fait. Oui, D'accord. il y a un petit chapitre de 4 pages réservé à l'urine au potager qui, comme finalement l'électroculture, était une réponse du passé qu'on a trop délaissée et qui sera finalement une des réponses à notre survie dans l'avenir parce que il se trouve que dans l'urine, il y a des choses qu'on n'aura plus à terme dans le sol pour nourrir les plantes. Sauf qu'on l'a dans l'urine humaine, c'est gratuit, c'est disponible, toujours à volonté. Et il y a déjà plusieurs pays dans le monde qui le revalorisent, pas assez, mais il va falloir se dépêcher parce que concrètement, si on veut continuer de manger des légumes d'ici 80 ans, il va falloir vraiment la valoriser l'urine, sinon je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. D'accord. Donc, toujours qu'il y a un lien, du coup, avec les zones arides, trouver une solution complémentaire, du coup, effectivement. Ça. Également pour la parenthèse, c'est parce que notre urine a un très très haut taux de phosphore et qu'en fait, si aujourd'hui vous et moi, on peut aller n'importe où acheter des légumes, c'est parce qu'en fait, l'industrie agro-pétrochimique a été forer les montagnes, faire des carrières, forer les océans pour sortir du phosphore, le minéraliser et le balancer aux cultures pour en fait avoir tout un tas de cultures pour nourrir la planète. Sauf que ce phosphore, il est épuisable et on n'en aura plus à l'horizon 2070-2080. Plus un gramme. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on va faire pour nourrir les plantes, pour nourrir les êtres humains? C'est la bonne question. Peut-être que la réponse, c'est l'urine, parce qu'en fait, dans l'urine, vous avez le plus haut taux de phosphore qui existe. D'accord. On parle beaucoup du fumier, mais du coup, effectivement, l'urine, je ne connaissais pas, du coup. Et oui, tout se revalorise. C'est ça. Alors, je regarde au niveau des questions si on a tout répondu. On est bon au niveau des questions. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, du coup, Joanne, c'est bon pour vous? Moi, de mon côté, je voudrais ajouter un vrai message d'espoir qui allie ce monde des ondes positives et de la permaculture, parce que la permaculture, souvent, il y a un dogme qui est mis dessus, un peu comme le monde autour des ondes, un petit peu comme tout un tas d'autres méthodes qui se veulent finalement vertueuses et résilientes. Et en fait, je pense qu'en associant toutes ces méthodes pour les humains, pour les animaux et pour les plantes, à la fin, on arrive à quelque chose de tout à fait miraculeusement beau et fonctionnel et non pollué. Et dans le monde d'aujourd'hui, on en a cruellement besoin. Donc, je pense qu'à terme, des zones comme la nôtre, il y en a plein d'autres en France qui sont ce même genre de projet, le même genre d'idée. Et donc, on a hâte d'avoir plus d'informations sur tout ça pour pouvoir aller plus loin et diffuser la connaissance pour que ce soit disponible pour tout le monde. Ah bah super, on va finir du coup sur ce message positif. Je vais également mettre du coup vos coordonnées. On a bien répondu à toutes les questions, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent entre-temps, donc à nous contacter. Je mets également les... Alors, j'ai encore une question sur le cube. Alors, jusqu'à quelle distance le cube fonctionne? S'il est dans la maison et le jardin, peut-il en profiter? Alors, le cube agit dans un rayon de 50 mètres et une bulle de 100 mètres. Et effectivement, si, voilà, on avait déjà fait un article sur le jardin, si le cube est à proximité du jardin, mais qu'il reste dans la maison, qu'il reste à l'intérieur, il pourra bien sûr en profiter. Alors, je mets aussi donc les coordonnées effectivement de Johan, hein, si vous souhaitez le contacter. Donc, il gère du coup le compte Instagram Permaculture au jardin. Vous avez plein de vidéos super instructives sur la permaculture. Je vous invite vraiment à le suivre. Et vous avez également ces vidéos sur YouTube. Donc, merci Joanne hein, pour toutes ces précisions concernant la permaculture, le vivant et les ondes. Merci de porter le message d'Espace Membre en tant qu'ambassadeur.
Et voilà, vous restez abonnés à notre newsletter. Hein, nous vous proposons prochainement d'autres webinaires. Donc, vous voyez bien que l'idée, c'est d'inviter effectivement différentes personnes sur différents sujets pour avoir une vision un petit peu globale du mieux-être. Hein. On l'appelle ce webinaire les chemins du mieux-être au pluriel, hein, puisqu'il n'y en a pas qu'un. Du coup, il y en a vraiment plusieurs. Et l'idée, c'est de vous apporter des éléments effectivement différents sur différents points. Donc, nous aborderons le 25 mai avec Annabelle Perceval, on a déjà vu du coup lors de ces webinaires sur le thème de la confiance en soi. Donc, restez connectés. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Merci, Joanne. Merci beaucoup, Elodie. Belle soirée à tout le monde. À bientôt. À bientôt.